Bonjour à tout le monde. Donc, c'est un grand plaisir d'accueillir Fernand Malonga Mongabio de l'École normale supérieure de l'Université Marienne Ngouabi, donc au Congo-Brazzaville, donc, qui va nous parler du rôle du serveur WIMS dans l'étude qualitative des fonctions numériques en classe de première C et D au Congo-Brazzaville. À toi, Fernand. Fernand. Fernand, nous ne t'entendons pas. Ton micro est activé, mais nous ne t'entendons pas. Enfin, en tout cas, moi, je ne t'entends pas. Oui, moi non plus. Ah, ça y est. Très bien. Ça y est. Super, merci. À toi, Fernand, pas de problème. Merci. Aucun problème. Alors, merci à tous, bonjour. Et je vais donc commencer. C'est curieux que le petit souci technique intervient qu'au moment où on me passe la parole. Donc, je vais, voilà. Tout va bien, tout va bien. Tout va bien. C'est comme ça la technique. Alors, je n'arrive plus à passer les diapos. Comment ça se fait? Je mets plein écran. Comment ça se fait que je n'arrive plus à passer les diapos? Eh bien, j'essaye de te passer en présentateur et je ne sais pas pourquoi, je ne réussis pas à te définir comme présentateur alors que tu étais présentateur il y a quelques secondes. Parce que tout à l'heure, ça marchait bien. Oui, c'est comme ça. Alors, définir comme présentateur. Pourquoi est-ce que je ne réussis pas à te définir comme présentateur? Bon, ok, c'est moi qui vais passer les diapos là. Ah, d'accord, c'est toi qui passe. Hein? Écoute, tu vois, parce que là, je n'arrive pas à te définir comme présentateur. Vas-y. Bon, alors, donc, merci à tous. Donc, je suis Fernand Malonga Mongabio de l'Université Marienne Ngouabi au Congo-Brazzaville, donc enseignant, chercheur en didactique des mathématiques. Et je connais beaucoup de gens parmi vous déjà, parce qu'on a eu beaucoup d'occasions de travailler ensemble sur certains projets, notamment le projet qui m'a emmené à faire la découverte de WIMS, j'en parlerai un peu, et puis pour d'autres à des conférences ou manifestations scientifiques. Alors, rapidement, ce que je tiens à vous présenter, c'est les usages de WIMS. Je dis les usages de WIMS, c'est-à-dire dans un rôle, en fait, on essaie d'examiner le rôle de ce serveur dans l'étude qualitative des fonctions numériques en classe de première scientifique au Congo. Alors, je vais m'appuyer sur une expérimentation, mais qui est en cours parce qu'il y a un étudiant de master avec qui je travaille, donc qui est encore en train de collecter les données et qui pourront enrichir les futures présentations. Et puis, après, je vais conclure. Diapo suivante. Alors, en introduction, le point de départ est un constat. Alors, un constat sur l'enseignement, d'abord sur l'enseignement des mathématiques au Congo. Quand on regarde les documents, par exemple les programmes ou les manuels, on se rend compte que l'enseignement privilégié est de type calculatoire, c'est-à-dire que vous trouverez plus des situations où calculer, même quand c'est démontré, mais en tout cas, c'est plus le calcul qui est attendu, et au détriment des activités de raisonnement. Le raisonnement où on attend que l'élève commence à rédiger pas ce qui est automatisé, mais
qui vient en fait de lui. Et voilà, donc il y a cette différence, il y a ce constat plutôt que nous faisons déjà et que nous pensons que sur certaines situations où les élèves échouent, il va falloir présenter quelques expérimentations, aller voir et, comme nous le faisons ici, tester, évaluer et puis peut-être envisager une modification des curricula. Alors, le deuxième constat, c'est que dans ce que nous essayons de faire, donc pour la diapo suivante, ce que nous essayons de faire, c'est donc une étude qualitative des fonctions. Quand j'entends étude qualitative, en fait, par là, je peux essayer, on a essayé de voir un peu les étudiants, les élèves, pardon, qui font très bien une étude de fonction, qui arrivent à bien faire leur dérivée, à bien calculer le dérivé, à bien représenter la courbe représentative de la fonction, mais le problème d'interprétation de cette courbe ou de donner du sens à cette courbe pose problème. Donc, ils arrivent très peu. Et même quelquefois où on fait la comparaison entre une courbe de la fonction dérivée et une courbe de la fonction donc première, eh bien, il y a des problèmes. Donc, c'est de ça que nous allons parler là. Et on a pensé que à ce moment-là, l'outil WIMS pouvait servir peut-être d'élément déclencheur pour un certain questionnement. Alors, si donc ce schéma, en fait, c'est ce que j'explique dans la diapo suivante. En réalité, nous voyons 4 schémas là. Donc, un premier schéma qui est donc un schéma classique, c'est ce que les élèves font, découvrent, font avec leurs enseignants, c'est ce qu'on leur enseigne, donc de la fonction à la courbe, et puis plus rien. C'est comme si c'était un aboutissement. Mais on sait aujourd'hui qu'avec la présence ou l'existence des calculateurs, des traceurs, quelquefois, au lieu de tarder beaucoup de temps là-dessus, on pouvait faire autre chose. Puisque quand on leur demande, par exemple, on leur présente des situations du type schéma 2 ou schéma 3, alors pire, schéma 4, il y a vraiment un taux d'échec manifeste. Alors, donc, cela nous conduit, nous, dans notre travail, à faire recours à un outil que nous avons découvert, je reviendrai là-dessus, les circonstances de cette découverte, c'est le serveur WIMS. Alors, le serveur WIMS, je lis, est un outil d'apprentissage en ligne. Pour la plupart, peut-être vous connaissez, donc je ne vais pas me tarder là-dessus. S'il y a des questions, je pourrais revenir. Donc, nous l'utilisons ici, mais pour l'utiliser, il faut Internet, il faut une connexion Internet. Et puis, on peut accéder à une base, une panoplie de situations qui sont incorporées. Alors, l'utilisation pour l'enseignant, donc c'est la création d'une classe virtuelle, et puis il y a un certain nombre de manipulations, je dirais aussi un mot là-dessus. Alors, pour nous, la structure WIMS permet donc d'analyser individuellement le comportement des élèves, là, du point de vue de l'enseignant. Donc, qui, a posteriori, peut voir les traces des étudiants, des élèves qui ont travaillé sur la classe virtuelle qu'il aura créée ou sur des activités qu'il a proposées. Et toujours pour WIMS, on trouve un intérêt par rapport à notre travail, c'est au niveau de la gestion des participants. Le serveur WIMS permet de gérer les traces laissées par les travaux des élèves, notamment la durée que l'élève passe pour traiter un ou deux ou trois exercices ou le même exercice. Et en plus, le nombre d'essais réalisés. Il y a la classe virtuelle qui est créée par l'enseignant, mais un point très fort qui nous intéresse, nous, c'est la variabilité des exercices, c'est-à-dire que le serveur permet de générer des exercices de même type. C'est-à-dire que vous avez un même exercice, enfin un type, on change les données. Et quand l'élève est bloqué sur un exercice,
Et ce qu'il fait, c'est de cliquer sur un point qui lui dit soit c'est de continuer cet exercice ou de changer un exercice du même type, et donc sans modifier le contexte. C'est juste les données ou les nombres où voilà, le contexte n'est pas modifié. Voilà, c'est surtout ce point qui nous intéresse par la suite. Diapo suivante. Ah, on est un peu dérangé. Voilà, donc, WIMS, nous l'avons découvert par le projet Prénumacé qui s'est déroulé entre 2012 et 2015 avec plusieurs phases. Donc, le projet, c'est production de ressources numériques pour l'enseignement des mathématiques en Afrique centrale. Et il y avait 3 pays qui étaient concernés, le Congo-Brazzaville, dont je suis originaire, le Cameroun et puis la France par l'intermédiaire du laboratoire ELDER et le groupe GREMA, où je suis aussi membre fondateur de cette équipe. Voilà. Donc, cet outil, nous l'avons utilisé pour mettre en place des ressources numériques. Le problème qui s'est posé dans la diapo suivante, le problème qui s'est posé pour exploiter les retombées de ce projet, c'est Internet qui commençait à poser problème. Le projet, bien sûr, avait pour objectif de développer les usages des outils en ligne. Donc, quand je dis en ligne, c'est donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est via Internet, enfin, grâce à Internet, et de produire et diffuser des ressources. Il y en a eu des ressources créées. Alors, mais le souci, c'est qu'on n'a pas toujours Internet au Congo, dans beaucoup de pays, mais au Congo particulièrement à cause soit des problèmes de délestage d'électricité qui n'est pas toujours garanti, soit c'est carrément le réseau. Aujourd'hui, j'ai la chance que Internet marche, donc vous m'entendez, et parfois, donc, des soucis comme ça. Et c'est là que le projet Prénumacé a eu un prolongement. Donc, c'est la diapo suivante. C'est là que Jean-Baptiste Lagrange, qui était donc le responsable avec Bernadette Denis, donc là, c'est Jean-Baptiste Lagrange qui a eu l'idée d'utiliser finalement les gigabytes, c'est des microserveurs. En fait, les transformer en microserveurs. Donc, une scolarisation de cet outil, parce que ce n'est pas destiné à un usage scolaire. Donc, c'est cet outil. Alors, pourquoi j'en parle? Parce que cet outil nous permet en réalité, on y a intégré, on peut passer à la diapo suivante, on y a intégré un dispositif Wi-Fi. Donc, sans Internet, un élève, un enseignant peut accéder au contenu du boîtier. Diapo suivante, Christian. Alors, voilà, donc je disais qu'il y a des ressources qui sont intégrées, que j'appelle statiques, c'est-à-dire des cours en PDF, des exercices qu'un enseignant a conçus et a mis à la disposition des élèves, donc que les élèves peuvent accéder, qu'ils soient là ou pas. Mais il y a aussi des exercices, des ressources interactives. Voilà, donc ça, c'est l'avantage pour nous d'utiliser ce boîtier. Donc, ça veut dire qu'on a installé le Wi-Fi. Le Wi-Fi dans cette, je l'ai dit, mais surtout, on a installé le WIMS, c'est-à-dire le serveur WIMS. Bon, bien sûr, il va falloir mettre à jour, parce que ce qu'on installe, c'est à un moment donné. Donc, quand je dis on installe le serveur, ce n'est pas seulement le serveur en tant qu'application, mais avec toutes les ressources que l'on peut trouver sur la plateforme WIMS dans les universités où ça a été conçu. Alors, nous, qu'est-ce qui nous intéresse? Mais c'est d'expérimenter et d'évaluer les potentialités de cet outil, donc le serveur WIMS, dans l'apprentissage, en particulier l'apprentissage des fonctions numériques. En se posant la question de à quelle opportunité le serveur WIMS répond-il
dans le contexte de l'enseignement des mathématiques au Congo, où il y a parfois des manques de ressources, où quelquefois les classes sont très nombreuses, où les enseignants quelquefois travaillent de façon isolée, mais est-ce que WIMS a sa place? Est-ce que WIMS peut apporter quelque chose? Et surtout, si c'est le cas, alors quel changement de point de vue le serveur WIMS peut donc amener dans le cadre, par exemple, ici plus précis de l'étude des fonctions? Alors, une expérimentation qui a concerné les lycées de Brazzaville, donc je suis dans la capitale, mais en même temps, je donne l'information qu'à la faveur du projet d'installation des lycées d'excellence dans quelques endroits du Congo, il y a de plus en plus des classes numériques, des classes multimédia qui sont mises en place dans les lycées. Et donc, nous en avons profité pour aller faire notre expérimentation dans ces lycées. Alors là, je donnais les effectifs. En fait, il y a 5 lycées, mais le plus important à retenir, c'est qu'on est parti dans un lycée. Alors, il y a aussi un point important. Les élèves qui ont participé ont eu d'abord une initiation sur WIMS avant de se lancer dans la résolution des exercices. Et c'était d'abord des élèves volontaires, donc les effectifs par classe, ce n'est pas 50. Et parfois, ils sont plus nombreux. Mais peut-être le 3e lycée, c'est EMPGL, c'est l'école militaire générale Leclerc. Là, les effectifs sont réduits, donc c'est justement les 20 d'une classe. Mais ailleurs, c'est d'abord les volontaires. Alors, on peut passer à la diapo suivante. Alors, un exercice qui commence à choquer même les élèves et peut-être à bouleverser un peu les habitudes des enseignants. Ici, on a donc, je lis pour vous parce que ce n'est pas très net. Donc, on a voici le graphe d'une fonction f. Parmi les dessins suivants, lequel représente f'. Donc, nous avons sur votre gauche la courbe de la fonction f et sur la droite, la courbe de la fonction. Une courbe candidate à être courbe de la fonction f'. Donc, il faut choisir. Alors, donc, ça veut dire qu'on attend que les élèves mobilisent leurs connaissances pour faire ce choix. Alors, ça a été un échec, on l'a constaté, puisque nous sommes sortis des chantiers battus, donc du schéma classique. Là, vous avez reconnu que nous sommes, pour la diapo suivante, nous sommes dans le schéma que je présente ici en rouge, c'est-à-dire la correspondance entre la courbe d'une fonction et la courbe de la fonction dérivée. Donc, ils ne sont pas habitués à faire ce type de travaux et ça les déstabilise puisque pour la plupart, en réalité, les connaissances mathématiques qui sont mobilisées sont à leur niveau. C'est-à-dire que ici, on s'appuie sur un théorème qui met en relation le signe de la dérivée au sens de variation d'une fonction. Donc, c'est ce que je présente dans la diapo suivante, que je rappelle plutôt. Donc, les connaissances qui sont... Voilà. J'ai mis symétrie par rapport à l'un des axes parce qu'il y avait aussi des exercices concernant la symétrie. Mais vous voyez que c'est simplement ceci, c'est-à-dire que ce théorème est sa réciproque. Donc, où la croissance d'une fonction détermine le signe de la dérivée et inversement. Voilà, c'est ça. Si il faut revenir à la... tu peux peut-être revenir à cette diapo. On peut voir que la courbe... Alors, voilà, on peut procéder par élimination, par exemple. Voilà, on voit que là, voilà, c'est très bien, il y a la courbe est décroissante,
Donc, les courbes candidates, c'est les courbes extrêmes. Donc, on voit bien que la décroissance est la négativité de la fonction dérivée. Voilà, donc c'est ça. Et puis, on continue, voilà, la croissance. Sur une partie, on peut voir la croissance, c'est sur une partie entre moins 1 et à peu près 0, un peu après 0. Eh bien, la dernière courbe, bien sûr, on voit bien et on peut donc avancer. Donc, vous voyez que ça paraît comme une gymnastique intellectuelle parce que les élèves ne sont pas habitués, mais pourtant, il ne s'agit que de l'application de ce théorème-là et sa réciproque. Alors, nous avons vu les difficultés. On présente un peu le taux d'échec à la diapo suivante. Voilà, sur les 50. Alors, en gros, vous voyez que le pourcentage d'échec est élevé. Parce que, et même ceux qui trouvaient, parfois, en demandant comment vous avez fait, il était difficile pour eux de justifier, de raisonner, de bâtir un raisonnement cohérent pour arriver à justifier. Donc, c'est pour cette raison que nous avons procédé à exploiter, toujours sur papier-crayon, on est encore sur papier-crayon, à exploiter d'autres schémas. Donc, au bout de 15 minutes, on a encore présenté cet exercice. Donc, soit F, c'était un exercice en plus qu'ils avaient quelque part, que l'enseignant avait, donc que nous avons un peu transformé. Soit F, une fonction dérivable sur R, la courbe ci-dessous est la représentation graphique de la fonction dérivée F'. Sur quel intervalle de R la fonction F est-elle décroissante? Voilà, donc on voit bien que comme F' est négative jusque là où Christian s'arrête, le point, eh bien cet intervalle-là, voilà, c'est cet intervalle qui est attendu. Et puis la courbe, finalement, l'autre côté, ne nous concerne pas. Voilà, la partie supérieure, puisque là-bas, elle est positive, donc voilà. Alors, ce type d'exercice, ils ne sont pas toujours habitués à le faire, mais il y a eu quand même beaucoup de réussites dans certains lycées, et pas tous. Je n'ai pas présenté les effectifs. Alors, on pouvait continuer, oui, on peut continuer. Bon, là, je rappelais juste le théorème, mais plus tard, on a aussi exploité l'autre schéma. L'autre schéma, c'est donc le schéma 3, j'ai appelé 3, c'est-à-dire entre fonction dérivée, tableau de variation, si vous voulez, hein, et puis courbe de la fonction. Là aussi, on demande aux élèves, on leur dit que la courbe ci-dessous représente le graphique, je crois qu'il y a quelque chose qui manque, d'une fonction, je crois, sur un intervalle R. Bon, il y a quelque chose peut-être en manipulant, j'ai dû... Alors, sur quel intervalle de R la fonction dérivée est négative, donc c'est amélioration. Mais le problème se posait toujours quand on est revenu une heure après sur le premier exercice de comparaison entre les courbes. Voilà, donc le problème s'est posé sur... Alors, maintenant, une mise au point a été donc faite. Cette mise au point, il s'agissait donc vraiment de leur poser des questions par rapport aux différents schémas. Qu'est-ce qu'ils ont compris? Comment comprenaient-ils le théorème? Comment pouvaient-ils concrétiser leur compréhension sur les dessins qui leur étaient présentés? Et quel était le sens de la dérivée, des extrémums? Donc, un travail de sensibilisation autour. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on a permis aux élèves d'aller nous avons perdu Fernand. On va attendre un petit peu Fernand. On a vraiment perdu Fernand. Donc, nous allons attendre qu'il revienne. Donc, je voudrais simplement, pendant que Fernand revient,
dire que ici, les fonctions, elles apparaissent comme ça, mais en fait, à l'intérieur de WIM, c'est une fonction aléatoire. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on revient sur le même exercice, en fait, le graphe de la fonction va être légèrement différent, avec des caractéristiques différentes. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très intéressant dans le cas de... Ah, Fernand est revenu. Non, non, je ne vois pas que... Si, c'est bon, Là, Fernand? vous m'entendez. Là, ça va, ça va. Oh, j'ai Parfait. des soucis. Bon, j'espère que ça va durer, que je vais aller jusqu'au bout de ma présentation. Donc, je disais qu'à ce niveau-là, on commence à leur présenter ces situations sur WIMS. Alors, on pouvait continuer sur papier-crayon, mais l'avantage de WIMS, c'est que quand les élèves tombaient sur une courbe très compliquée, je n'ai pas présenté un exemple ici, et puis donc les courbes candidates à être des courbes des fonctions dérivées qui paraissaient aussi quelquefois très compliquées, ils avaient la possibilité de passer à l'exercice suivant et qui posait les mêmes questions, mais la forme de la courbe changeait. Et c'est là que l'outil WIMS contribue, nous pensons comme ça, parce que sur certaines courbes simples comme là, ce que j'ai appelé l'activité numéro 1, on commençait donc à voir les élèves justement aller décrire des fois ce qui était même un peu qui faisait un petit peu rire parce qu'ils venaient jusqu'à l'écran pour décrire. Une fois, je me suis fait aider par mon ami Yannick Truckenwald, puisqu'il était au Congo à cette période de la première expérimentation. J'étais avec lui, donc on voyait comment même les élèves utilisaient leurs doigts pour ne plus oublier le sens de variation, ne pas confondre le sens de variation de la fonction et le signe de la dérivée, parce qu'il y avait parfois, ils inversaient. Donc, et là, on commençait à constater, peut-être pas la première courbe, mais après, et finalement, à la fin, au bout d'une heure, je peux vous dire que les résultats étaient satisfaisants. Alors, si je peux me permettre pour la prochaine diapo, Christian, donc, il y a une possibilité, donc là, sur WIMS, de paramétrer les notes. Je vais tout à l'heure y revenir. Donc, on avait choisi les notes, le barème de notation, donc 0 à 10, et on voit que pour la plupart des élèves, ils étaient entre 5 et 7, c'est-à-dire qu'ils ont réussi la moitié des exercices qui leur étaient soumis. Et puis, il y avait quand même ceux qui avaient des 10 sur 10. Et ils étaient nombreux aussi. Donc, on sent qu'il y avait une amélioration, voilà, due au fait qu'il y avait retour des mêmes graphiques, des graphiques du même type. Et si on n'a pas compris ici, on peut comprendre et puis après, on applique le raisonnement sur le prochain graphique. Alors, la diapo suivante. Voilà, donc, après, il y a une difficulté pour... je n'ai pas dit que l'utilisation de WIMS va de soi, surtout pour l'enseignant qui n'a pas été formé, ce n'est pas toujours évident. De toute façon, donc on avait prévu des formations d'enseignants, surtout ceux qui ont participé à cette expérimentation, mais il y a eu d'autres formations que nous avons nous-mêmes assurées. Donc, le travail, une fois que l'enseignant est engagé à faire un travail lié à WIMS, eh bien, il va falloir l'orienter vers la création des classes virtuelles. J'aurais dû commencer par là, parce que dans tous les cas, il faut une classe virtuelle, et dans cette classe où on va créer des feuilles d'exercice ou des feuilles de travail, en fait, c'est là qu'on met les ressources. Les ressources, où les trouve-t-il? Eh bien, dans la plateforme, dans le serveur WIMS, il y a déjà des ressources qui y sont.
vraiment une panoplie quand je dis, mais on peut aussi en créer. Et donc, les enseignants qui sont très à l'aise avec l'outil informatique, oui, ils peuvent aller, il y a des modèles préparés, c'est-à-dire où il y a déjà une ressource, comme l'exercice que par exemple, j'ai donné tout à l'heure, mais on peut changer, modifier juste les données. On peut modifier les variables. Quand je dis variables, c'est en fait, on peut modifier les valeurs numériques, mais le texte peut rester. Donc, c'est des choses comme ça. Mais ceux qui ont une maîtrise de l'outil informatique comme la programmation sur HTML, ils peuvent créer leur propre exercice comme ils l'entendent et l'interactivité, c'est eux qui le déterminent. Voilà. Et puis, la difficulté aussi, quand on n'est pas préparé, c'est qu'il faut analyser le travail de l'élève à la fin. Parce que il faut évaluer, parce qu'il faut aussi trouver des rémédiations pour les élèves qui n'arrivent toujours pas, ou des élèves qui, au départ, vous donnent l'impression qu'ils ont compris, mais sur l'exercice suivant, qui de même degré de sévérité, ils n'arrivent pas. Donc là aussi, il y a un souci. Donc, et tout ça, ce que je décris ici, le travail de l'enseignant, en fait, c'est de ça que nous présentons à certaines formations pour que les enseignants soient préparés à utiliser cet outil. Et utiliser cet outil, il y a quand même une boîte noire. Bon, ils n'ont pas besoin, les enseignants n'ont pas besoin de connaître le contenu de la boîte noire, c'est le système de notation. Donc, ce système de notation, en fait, il y a deux indicateurs très importants, puisque l'enseignant est amené à voir la note, en fait, à examiner la note. Parce que dans WIMS, à la fin, l'enfant peut avoir 100% de réussite, mais il n'a pas du tout réussi à tous les exercices. Donc, c'est des choses comme ça qui sont un peu désagréables, mais il y a quand même une note de qualité, de réussite. Il y a l'indicateur de qualité, l'indicateur de réussite, et ça, c'est à l'enseignant de faire attention sur, par exemple, la diapo suivante. Qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien, il peut avoir vous voyez que le dernier résultat sur une série, hein, quand je le dis, c'est une série d'exercices de même type. Le dernier résultat pour le premier tableau, c'est, je lis de la droite vers la gauche, j'ai nombre d'essais, c'est 10 pour ce premier élève. Dernier résultat obtenu, donc c'est 10, donc ça dit 10 sur 10, puisque tout est noté sur 10. Réussite 100%, qualité 4,27, c'est une note. Pourtant, réussite, c'est 100%. Donc, en réalité, l'enseignant ne regarde pas seulement la réussite. La réussite, quelquefois, c'est qu'il a déroulé tous les exercices, mais il en a raté quelques-uns. Mais quelle est la différence? Bon, là, peut-être l'exemple que j'ai pris pour l'élève qui est, donc, ce qui est en bas, où le nombre d'essais, c'est 9. Le dernier résultat, c'est 0. La réussite, bon, 100%, mais la qualité baisse. Quelle est la différence? Ce n'est pas en termes de nombre d'essais. Ça pouvait être 10. Mais c'est surtout la réussite du dernier exercice. En fait, WIMS, comme je ne sais pas, mais c'est programmé comme ça, encourage plus le travail. En fait, quand on réussit les tout derniers, on a meilleure note de qualité. Voilà. Donc, le calcul, la formule, en fait, comme j'ai présenté tout à l'heure, c'est ce qui se trouve dans cette boîte noire qui permet de faire, bon, là, si je parlais de WIMS, peut-être que j'allais développer ce côté-là, mais l'idéal, c'est voilà, de comprendre que l'enseignant, a posteriori, doit analyser les résultats des élèves et bien, doit tenir compte de certaines caractéristiques comme ici, la qualité et la réussite. Alors, il y a donc, on sait, une fois qu'ils étaient plus ou moins à l'aise avec
ce type de travail, donc le dérivé graphique, puisque c'est comme ça que nous le qualifions, le travail sur les dérivés, correspondance entre courbes et courbes, c'est donc ce que nous appelons, nous qualifions de dérivé graphique. Eh bien, on pouvait aller vers des situations plus complexes, comme celle-ci, où il va falloir trouver, donc on augmente le degré de difficulté. On donne toujours une courbe, mais il faut chercher parmi les trois courbes qui sont données, celle qui correspond à f' de x, à f' de moins x, ou à moins f' de x. Et là encore, au tout début, ça perturbe. Parce que, en plus du théorème de tout à l'heure sur la relation entre la croissance, la monotonie d'une fonction et le signe de la dérivée, et il y a maintenant, il faut tenir compte de la symétrie. Donc, dans ce cas, il faut voir qu'il y a aussi la symétrie qui apparaît. Et bien, là, au début, c'était aussi un peu difficile, mais dès qu'on leur a parlé, au début, personne, enfin, il y en a qui avaient eu l'idée de symétrie. Bon, je dis que nous sommes en première, donc et puis on était à la fin de l'année, donc il y avait quand même une petite maîtrise, il y avait déjà un travail sur les symétries, un travail sur les courbes, les graphiques qui étaient déjà bien entamés par les enseignants. Donc là, on pouvait, s'attendre ou complexifier encore les problèmes, c'est-à-dire qu'on a une courbe, ben, on demande maintenant, on ne dit plus si c'est f', f de moins x, f, donc il fallait qu'ils choisissent. Donc en gros, ce que je veux dire, c'est qu'on est parti du plus simple au plus complexe en si peu de temps. Dès qu'ils ont compris, eh bien, ils pouvaient déjà. Alors, et c'était une façon de s'adresser aussi aux enseignants qui n'utilisaient pas WIMS, s'il le faut, ben, de prendre des clichés et pouvoir faire travailler leurs élèves sur certains exercices. Mais ici, l'avantage avec WIMS, c'est la générescence de ces résultats. Alors, oui, donc sur la dernière diapo, nous avons pensé que le serveur WIMS et les micro-serveurs Gigabyte que j'ai présentés répondaient à un besoin. Et nous avons constaté qu'il y avait quand même une amélioration des pratiques, mais quand je dis pratique, il y a l'enseignant qui, à un moment, a visé, c'est d'ailleurs nous aussi, on a poussé l'enseignant vers le développement du travail de l'élève en autonomie, donc qui est seul à travailler. Au début, ils étaient en binôme, après, ils étaient seuls et ils travaillaient. Mais c'est surtout la compétence de visualisation. C'est quelque chose qui n'est jamais, enfin, je dis jamais, c'est un peu exagéré, mais qui n'est pas mis en avant. Analyser une courbe, développer à partir de ce que l'on voit, trouver sans parfois faire des calculs, ça ne se fait pas souvent. Mais je n'ai pas dit qu'il ne faut pas faire des calculs, puisqu'on leur donnait toujours la possibilité, les élèves, d'avoir leur feuille de papier, ils pouvaient faire des petits calculs à côté. Donc, c'est dans ce sens-là que nous avons pensé que WIMS paraissait particulièrement adapté à une étude qualitative des fonctions, plus particulièrement dans le cas des dérivés graphiques. Voilà à peu près ce que je tenais à vous dire. Comme j'ai dit tantôt, c'est un travail qui est en chantier. Là, je parlais d'études graphiques, mais je vais continuer plus parce qu'on a d'autres situations à explorer, à exploiter, à tester, à évaluer dans les classes. Peut-être qu'un jour, je reviendrai vers vous avec des nouvelles données. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Fernand. C'était très bien. Je n'ai pas vu de questions vraiment beaucoup de questions dans le chat. Il y en a une quand même de Marie-Pierre Galisson. Qu'est-ce qu'on sait du ressenti des élèves par rapport à ce dispositif dans leur discours? Bon,
Le ressenti des élèves, au début, quand ils ne trouvent pas, ça fait toujours un peu, bon, c'est pas bien pour eux, mais ils commencent, mais c'est quoi, où se trouve la clé, comment, donc ça, mais c'est pas tout de suite un rejet. On n'a pas constaté le sentiment de rejet, parce que il y a un avantage, c'est l'outil informatique. Donc, la manipulation de l'ordinateur, ils pouvaient voir d'autres choses, et donc ça, c'est déjà attrayant, ça les attire. Ça les attire, et il y a pas, on ne ressent pas le rejet, on ne ressent pas un manque d'engagement. Et dès qu'ils ont compris, non, c'est même, ils sont très volontaires. Je le dis avec beaucoup d'enthousiasme. Je n'ai pas lu, alors vous m'excusez parce que je suis sûr que, comme j'ai des soucis techniques, je ne regardais pas au niveau du chat, donc s'il y a des questions, c'est peut-être, voilà, je vais te les lire, il n'y a pas de problème. Donc, Janine Kokenwald, quelle appropriation de ce qui a été observé par l'institution, par exemple les inspecteurs? Bon, il y a très peu d'inspecteurs qui ont été sensibilisés à l'utilisation de cet outil. Très peu. Bon, ceux qui sont branchés, bon, ils ont mille et une choses à faire. Ils n'ont pas forcément eux-mêmes, c'est pas vraiment dans leur axe de travail tout de suite. Donc, je ne peux pas encore parler d'appropriation, sauf pour un ou deux inspecteurs qui sont intéressés à regarder cette question avec moi. Mais c'est plutôt au niveau des enseignants. Il y a des enseignants. Fernand, bonjour Fernand, hein, content de te voir comme à chaque fois. Bonjour Yannick. Juste ma question, c'était justement par rapport à ces inspecteurs. Est-ce que, je crois que Bitzoua a été associé, peut-être les uns aussi. Est-ce que ces inspecteurs, du coup, ont intégré ce qu'ils ont observé à peut-être des discussions menées lors des séminaires, leurs séminaires mensuels, par exemple, dans le cadre de la formation continue? Parce que c'est quand même assez fort ce qui a été observé dans ces séances. Bon, je ne sais pas trop, je n'ai pas de retour, en fait, de ce que les inspecteurs ont pu faire. Mais dans les discussions que nous avons, il y a des inspecteurs, malheureusement, qui n'est pas là, que tu connais, Janine, Paul Tsika. Donc, c'est lui qui, vraiment, en tant qu'inspecteur, s'est vertué à imposer un peu cette vision, puisque c'est devenu à la mode. Il faut utiliser l'éthique dans les classes, surtout les classes où il y a l'outil informatique disponible, il faut utiliser. Et quoi faire? Donc, c'est cet inspecteur avec lequel, en tout cas, je comptais développer des choses. Pour l'instant, c'est ça. Donc, intégrer encore, je ne pense pas qu'on soit encore à ce niveau. Mais au niveau, comme je le dis, au niveau des enseignants, si, il y a beaucoup d'enseignants qui me le demandent, qui me le réclament. Voilà. Merci Fernand. Merci Janine. Bonjour Fernand. Donc, bonjour que je me présente. Oui. Donc, je suis professeure de mathématiques dans un lycée privé à Alger, membre du laboratoire Maurice Audin, lycée international d'Alger. Je voudrais, si tu permets, revenir sur la diapo. Je pense que c'est l'avant-avant-dernière, là où il y avait les nombres d'essais, les résultats et qualité. Et à un certain moment, tu as dit, Fernand, voilà, très bien. À un certain moment, tu as dit le WINS est programmé comme ça, je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est ce que tu as dit. Moi, je dirais, c'est une question que je te pose, hein. Est-ce que tu ne penses pas que ça a été fait pour voir, si j'ai bien compris, l'endurance des élèves? C'est-à-dire que puisqu'ils donnent le résultat du dernier exo fait par les élèves, est-ce que ça n'a pas été programmé pour voir est-ce que les élèves ils vont jusqu'au bout de tous les exercices? Parce que c'est quelque chose qu'on remarque en ce moment, depuis quelques années. Il y a des élèves qui sont très bons, mais qui ne vont pas jusqu'au bout de tous les exercices. Voilà, j'espère que ma question est claire.
Oui, c'est une question, mais c'est même une contribution à la réflexion que nous menons. Je pense que c'est cela. Ça peut être, je suis même persuadé que c'est dans ce sens-là que c'est fait, puisque encourager le dernier résultat, c'est même bien. Christian peut peut-être remonter diapo avant où j'ai parlé de la formule. Voilà. Si on regarde, ça c'est dans la boîte noire, hein, ça n'apparaît pas chez l'enseignant qui n'est pas censé avoir tout ça. C'est-à-dire que si le N ici, en fait, c'est le nombre de séances, donc l'exposant, et enfin l'exposant et puis l'indice. Et S, c'est le nombre de séances. Donc, on voit bien que si on a raté, mais on a une réussite parfaite à la dernière séance, on a plus de chances d'avoir une meilleure note que celui qui a raté, qui a bien réussi au début, parce qu'il y a un coefficient qui est là, et qui rate les derniers. Donc, ça s'explique là. Mais la raison pour encourager le dernier résultat qui soit réussi, je pense que ça va dans le sens de ce que tu disais. Merci beaucoup, Fernand. Merci. Merci. Merci, Nassima. Il y a aussi Jorge Gaona qui a posé une question, et en particulier sur les notations, avec une confusion, mais c'est sûrement une confusion juste sur cet exercice-là, entre la notation f pour la fonction qui a x associée f de x, et f' de x pour la fonction dérivée, et non pas la fonction qui a x associée f' de x. C'est des c'est Ah, d'accord. Bon, je vais regarder, ça doit être une confusion, oui. Mais donc, j'aimerais une autre question, si c'est possible. Oui. Bon, merci beaucoup, Fernand, pour ta présentation. À niveau de la rétroaction de l'outil aux étudiants, une fois que l'étudiant il met son réponse que c'est pas correct, quelle est la rétroaction qui est dans l'outil? C'est seulement correct, incorrect, ou c'est une autre chose? Alors, ça dépend des exercices. C'est là que cet outil est très intéressant parce qu'on peut faire évoluer les rétroactions. Non, il y a des rétroactions où il y a vraiment, c'est très simple, où on dit juste que c'est faux, recommencer. Ça, c'est frustrant parfois pour les élèves qui ne savent pas pourquoi c'est faux, recommencer. Mais il y a des réponses où on indique que utiliser tel théorème ou utiliser tel outil. Donc, il y a plusieurs niveaux de rétroaction. Sinon, ce n'est pas toujours non, c'est faux. Il y a aussi après, c'est aussi l'enseignant. Quand on adapte, moi en tant qu'enseignant, par exemple, je l'utilise, eh bien, je peux si les rétroactions, c'est-à-dire les feedbacks, les réponses qui sont proposées ne sont pas satisfaisantes, je peux adapter ce même exercice et mettre les réponses que je veux moi, faire évoluer la rétroactivité. C'est en ça que c'est intéressant et l'interactivité est mise en avant à ce niveau-là. Moi, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, Georges. Si je peux me permettre, Fernand, oui. J'ai aussi utilisé ça. Donc, il y a plusieurs niveaux de rétroaction. Il y a un exerciциel intégré à WIMS qui permet de faire des fléchages en fonction de certains prédicats qui marchent plutôt pas mal. Et sinon, on peut aussi tout coder à la main. Et là, à débugger, c'est quand même vraiment très difficile. C'est vraiment extrêmement facile de faire une erreur et que finalement, ça fasse des bugs et que la rétroaction, elle donne un peu n'importe quoi. Voilà mon expérience à moi. Donc, il y a quelque chose d'assez facile qui marche bien et on peut tout faire. Et là, c'est beaucoup plus difficile. C'est de la vraie programmation. C'est ça. Je suis d'accord. Donc, alors, il y avait d'autres questions de O. Je ne sais pas qui est O.
Donc, les séquences sont-elles présentées aux élèves comme des situations de formation ou déjà comme des situations d'évaluation? Voilà, donc la question de formation ou évaluation. Évaluation formative? Ah, non, c'est pas vraiment, eux, ils ne le voient pas comme étant une évaluation. C'est l'enseignant, quand il analyse les réponses, le caractère évaluation, c'est à ce niveau-là. Mais sinon, eux, c'est d'abord une façon de montrer qu'ils ont appris un lieu en fait, une façon de pratiquer les connaissances, je veux dire. Donc, c'est un peu comme un jeu pour eux. Ce n'est pas ils se mettent pas déjà en posture des élèves qui ont travaillé et qui vont être évalués. Parce que l'outil, ils l'ont pas toujours utilisé. Ils ont eu quelques temps de manipulation de cet outil. Et puis, tout d'un coup, on passe à des situations où on attend qu'ils appliquent, qu'ils mettent à profit leurs connaissances, donc les connaissances acquises ailleurs. Donc, on les présente comme étant une expérimentation que, bon, on ne va pas parce que l'évaluation pour les élèves, surtout si c'est une évaluation sommative, puisque finalement, à la fin, on regarde quand même ce qu'ils ont comme bagage, on suit les dérivés, eh ben, ils attendent qu'ils aient une note. Bien sûr qu'il y a une note qui est attribuée, mais eux, quelquefois, ils n'y vont pas. Ils ne vont pas aller regarder jusqu'à les notes générées par le système. Donc, pour eux, ce n'est pas une évaluation. Donc, c'est l'enseignant qui peut l'exploiter comme étant des séances à la fois de formation, mais aussi des séances d'évaluation. Je ne sais pas si j'ai été clair. Voilà. Il y avait une question de Marie-Pierre sur cette évaluation de la qualité. Est-ce que ça signifie quelque chose? Voilà. Mais bon, quelle perception par les élèves de cette note de qualité? Moi, j'ai aussi utilisé pas mal cette note de qualité et les élèves trouvaient ça injuste parce que ils disaient ah oui, mais moi j'ai tout réussi, j'ai eu 100% à la fin. Et pourquoi est-ce que voilà? Donc Voilà. c'est vrai que c'est difficile de la comprendre. Je suis bien d'accord. Voilà. Mais je suis aussi d'accord quand même. Elle est quand même assez finalement représentative du travail de l'élève. L'élève qui a trifouillé un peu quelquefois et qui finalement réussit à avoir 100%, il se dit c'est bon, j'ai fait mon taf, alors qu'en fait on peut voir avec cette notation de qualité qu'il est arrivé à 100% presque par hasard, quoi. Voilà. Donc, c'est ça. Je suis d'accord. En tout cas, s'il y a des choses à améliorer, je pense que là, c'est avec les informaticiens, c'est de revoir un peu cette note de qualité ou le système de notation, en fait, qui devrait peut-être, voilà, parce que c'est avoir 100% et dire qu'on n'a pas tout réussi, mais alors qu'on a 100% de réussite, on peut trouver peut-être mieux. Bon, ça, c'est moi-même, je ne suis pas très content quand ça se présente comme ça. Donc, c'est là qu'on attire l'attention des enseignants qui exploitent les résultats des élèves. Il y a Abdella qui propose que ce logiciel soit intégré dans les programmes officiels, notamment au bac. Je pense que ça, c'est pas à l'ordre du jour, quand même. Non, c'est très bien, ce serait très bien, mais je pense que il faut peut-être comme à un moment donné en France où on a commencé de parler du bac pratique, je pense que c'est peut-être à ce niveau-là un dispositif comme ça, oui. Je ne sais pas si vous savez, le projet avait continué de bac pratique. Ce serait très intéressant pour poser des problèmes et surtout qu'on attend une interaction et que l'élève qui travaille est noté. Donc, c'est même bien. Ou même pour des tests de sélection. Jean-Jacques Salonne demandait est-ce que tu as comparé ça avec d'autres systèmes intelligents, comme par exemple LaboMep de l'association Césamat,
et de la Khan Academy, qui a aussi un exerciциel intelligent comme ça. Oui. Non, pas encore. Je ne suis pas encore à ce niveau de comparaison. J'essaie d'explorer, de voir un peu toutes enfin, les potentialités, de voir les limites et les avantages. Et puis, peut-être, comme il y a eu beaucoup de travaux aussi autour, sur WIMS, je pense que plus tard, l'idée, c'est d'aller jusqu'à comparer pour justement proposer des améliorations. Pour l'instant, non. Bernadette demande, est-ce qu'on peut imaginer un type d'exercice où les élèves introduisent eux-mêmes le questionnement graphique? Moi, je peux répondre. On peut très bien faire des interprétations de la position de la souris. Et donc, on peut, à l'aide du position de la souris, faire par exemple esquisser le graphe d'une fonction et faire la distance du graphe de la fonction esquissée à la souris et du graphe d'une fonction. C'est techniquement envisageable. Personnellement, je ne l'ai pas vu faire. Donc, personnellement, non plus, mais c'est ça. D'accord. Il y a Rosa Elvira Paez qui demande est-ce que la confusion des signes entre la fonction et la fonction dérivée a été surmontée après ce retour d'information? Oui. Ça a été surmonté. Vraiment, tous ceux qui ont participé à la formation, comme tout à l'heure disait, je ne sais pas, c'est genre, la formation, oui, c'est à la fin, oui, on a senti qu'il n'y avait plus cette confusion chez les élèves. Ça a été surmonté. Jean-Jacques Salonne pointe derrière cette formule de la qualité pour la réussite des paradigmes idéologiques, pédagogiques. Voilà, donc c'est pas faux. C'est vrai qu'on pourrait les interroger et avoir des formules différentes Oui. dans une conception différente du travail de l'élève. Oui, c'est ça. Et on peut avoir une formule, oui. Yannick propose d'aller au-delà du signe de la dérivée pour aller à la dérivée seconde et proposer des exercices sur la convexité des fonctions. Oui. C'est même bien, c'est même dans le prolongement, j'ai même dit comme ça, il a même dit dans le prolongement. Oui, c'est ça. Je suis d'accord. Donc, on avance progressivement. Mais justement, si on reste dans les fonctions, on arrivera jusque-là et au-delà, j'espère. Je crois que Abdallah a demandé de relire sa question, je pense. C'est ça. Donc, en fait, il ne s'agit pas du logiciel lui-même, mais du type d'activité. Alors, c'était quoi la question? Une officialisation, enfin, en tout cas, une utilisation de ce genre de questions dans des certificats, dans des examens certificatifs du style baccalauréat. Ah, d'accord. Oui, je crois qu'on... Peut-être Antoine Baudin peut-il nous dire si des exercices de ce genre-là sont faits dans PISA ou dans les évaluations internationales. Antoine, c'est O. Ce serait intéressant, surtout dans les évaluations internationales. D'accord. Ok. Oui. Ben non, j'ai jamais vu rien de semblable, ni dans Teams, ni dans PISA, ni ailleurs. Et même mes expériences à l'étranger me montrent que WIMS est très original, en fait. C'est-à-dire, on ne le trouve pas ailleurs, et je suis persuadé que c'est un outil très, très intéressant. Ah oui, je pense aussi. Je pourrais ajouter maintenant, je ne l'ai jamais vu ailleurs, mais je l'ai vu de loin à Brazzaville. mais c'est vrai, à Brazzaville de loin, en France, à Marseille, à Nice, où il y a le serveur hébergé, à Paris, Paris Sud. Ça, en France, voilà. Je sais. En France, je sais. Mais... en France, d'accord, en France, oui. Sinon, même à Lyon aussi, voilà, c'est ça. Il y a quand même des lieux
oui, où on essaie. Bon, et puis il y a une communauté qui existe, communauté WIMS. Je pense que il y avait un moment où beaucoup de choses se faisaient, mais bon, comme avec l'inondation, enfin la prolifération des outils qui arrivent, il va falloir aussi trouver des gens qui s'intéressent. Voilà. Alors, par contre, il y a, disons, pas un concurrent, mais il y a une technique qui se développe énormément et aussi autour des études internationales, c'est le testing adaptatif, dont les modalités ressemblent un peu à WIMS, dans la mesure où il faut des bases de données importantes, des bases d'exercices importantes, et où c'est traité un peu de la même façon que Alors, WIMS. ça a été abordé lors de la dernière conférence WIMS, c'est ça. Donc, justement, moi, je connaissais bien, je faisais partie d'un projet européen, bah, tu le sais, Antoine, qui s'appelait MathBridge, donc, qui était un exerciциel adaptatif qui permettait de proposer du contenu à l'étudiant qui dépendait de son profil d'utilisateur et des réponses qu'il avait, ce profil utilisateur évoluant en fonction de son utilisation de la plateforme et en particulier de la pertinence des réponses ou de la non-pertinence des réponses. Donc, pour l'envoyer vers des exercices plus difficiles ou au contraire plus faciles. Et donc, l'équipe WIMS est en train de travailler là-dessus. Plutôt que de faire des planches d'exercices qui sont effectivement dynamiques dans le sens où elles sont aléatoires, mais qui sont statiques dans leur stratégie, faire des choses qui sont adaptatives et qui, en fonction du profil de l'étudiant, sont modifiées. Mais ça, c'est une chose, mais il y a quand même peu d'exerciциels qui savent le faire. Et c'est quand même difficile à programmer. Et puis aussi, les exerciциels qui marchent bien, comme Moodle ou etc., ils fonctionnent surtout par une interface utilisateur qui est simple et une équipe marketing qui réussit à vendre à des groupements d'universités ou des universités qui n'ont un peu rien à faire des mathématiques, de la spécificité des mathématiques. Et donc, c'est très subtil tout ça, parce qu'il y a des gros sous derrière, il y a des équipes de bénévoles pour WIMS et des équipes de marketing payées pour d'autres exercices. C'est très, très difficile de faire concurrence. Alors que WIMS, c'est vraiment, moi, je pense, l'exerciциel le plus sophistiqué, le plus évolué, hein, à mon sens. Ouais. Ah ouais. Y a-t-il d'autres questions? Donc Olivier Guest nous donne le lien vers le serveur WIMS à Marseille. Donc le réseau matrice du CNRS, les services mathématiques du CNRS en France, a aussi un serveur WIMS. J'ai donné l'URL dans le chat, dans la discussion publique. Donc Bruno Mifsud de Marseille, malheureusement, nous a quittés, c'est bien dommage. Ah ben non, tiens, il est là, il est revenu, parce que j'avais vu qu'il était déconnecté. Donc ce serait effectivement tout à fait sympathique que Bruno Mifsud intervienne, s'il est encore là. Sinon, y a-t-il encore des... Ah, il n'a pas de micro. Oui, il n'a pas autorisé son microphone. Ah, ça y est, il se reconnecte avec le microphone. Donc, on voit qu'il est en train d'essayer de se connecter avec le microphone. Mais sinon, simplement par texte. Hein. Ah, ça y est, on vous entend, Bruno. Oui, bonjour. Ben, je sais pas, parce que j'ai été un peu coupé, donc je ne savais pas sur quoi il fallait que j'intervienne. Non, simplement votre utilisation, par exemple, à Marseille du serveur WIMS. Qu'est-ce que vous en faites? Alors, nous, on travaille donc avec le groupe Puron de l'IRM. L'idée, c'est d'essayer d'aller un peu au-delà de la simple utilisation des exercices et de faire de la consolidation des compétences sur la totalité du programme de la 6e à la terminale. Donc, ça ressemble à un devoir maison où les élèves ont à faire systématiquement
des exercices sur WIMS pendant toute l'année, en fait. Ouais, c'est une bonne idée. Après, la petite différence avec d'utilisation aussi, c'est qu'on évite de laisser les élèves sur un seul exercice. On utilise des examens de WIMS et par conséquent, un tirage aléatoire d'exercices pour essayer de construire des connexions entre les connaissances, mais pas forcément une arborescence adaptative. Voilà. D'accord. Les arborescences adaptatives, c'est ce qu'on se connaît, par exemple, avec la BOMEP ou PEPIMEP. Voilà. Donc, spécifiquement sur l'algèbre. Donc, peut-être Françoise Chenevoto peut-elle nous éclairer là-dessus, Françoise? Est-ce que vous m'entendez? Parfaitement. Oui. Bah, je ne peux pas trop vous éclairer par rapport aux dernières avancées de WIMS. En ce moment, je suis de loin les travaux concernant le projet MinMight, qui consiste à développer sur des plateformes numériques des exercices interactifs avec de l'apprentissage et à partir de parcours adaptatifs, mais dans le domaine maintenant de la géométrie. Mais actuellement, la plateforme qui est utilisée n'est plus la plateforme WIMS. Alors qu'auparavant, les travaux concernant les exercices d'algèbre étaient effectivement diffusés sur WIMS, mais pas sur le WIMS public. Donc c'est ce qui posait un souci. C'était sur un WIMS qui avait été amélioré, entre guillemets, qui ne correspondait donc plus au WIMS public. Mais vous faites du PEPIMEP aussi, c'est avec Math en poche, n'est-ce pas? Math en poche, c'est fini depuis longtemps parce que ils ont suivi d'autres chemins, en fait. Oui, la BOMEP, c'est fini parce qu'ils ont suivi d'autres chemins par rapport aux outils de programmation. Donc, ils ont complètement fait évoluer leur plateforme au niveau des technologies qu'il y avait derrière. Et donc là, tous les outils PEPIT ont disparu. Ils n'ont pas été renouvelés, réadaptés. Ah d'accord, c'est fini. PEPIT, c'est fini. Sur la BOMEP, c'est fini. Donc, il y a eu sur WIMS, mais sur un WIMS donc privé. Ce n'était pas un WIMS public en raison des modifications qui avaient été subies. En fait, les logiciels PEPIT faisaient des écritures avaient besoin d'écrire au niveau du serveur WIMS. Donc, ça posait des soucis par rapport à au risque que ça pouvait présenter pour les serveurs en termes de piratage. Donc, on était sur un serveur à part. Ah oui, d'accord. Voilà. Le fait d'être adaptatif, il y avait besoin d'écrire beaucoup plus de choses. Oui. Donc, c'était compliqué en termes de sécurité. D'accord. Et tu peux quand même nous raconter de cette expérience? Alors, cette expérience, j'ai été amenée à regarder un petit peu la programmation d'exercices dans WIMS. Moi, j'en ai retenu la grande complexité. J'ai trouvé qu'il était vraiment difficile de programmer des exercices dans WIMS. J'avais vu un peu des collègues qui font partie de l'équipe WIMS Edu. Et vraiment, j'ai trouvé que programmer des exercices dans WIMS, c'est pas si simple que ça, même s'il y a plusieurs collègues qui ont fait des sortes de modèles d'exercices pour faciliter le travail de programmation de nouveaux exercices. Je pense que c'est un outil qui a plein de potentialités, surtout qu'il couvre quand même plein de disciplines, etc. Donc ça, c'était quand même très intéressant. Il y a la variabilité, puisqu'effectivement, les variables aléatoires faisaient que l'exercice n'est jamais proposé de la même manière aux élèves. Après, sans doute qu'il y a encore besoin d'évoluer pour que les réponses proposées aux élèves, les corrections, soient davantage individualisées. D'accord. Donc, moi, j'ai jamais vu un exerciciel adaptatif qui soit facile à programmer. J'en ai jamais vu. Bon, ça me rassure. C'est quand même complexe, quoi. Je veux dire, Oui. il faut pouvoir comprendre sémantiquement différentes réponses proposées par l'élève. Donc, dans MathBridge, moi, j'avais été très, très impressionné par ce qu'on avait réussi à faire en se basant sur le travail de chercheurs de Utrecht, de l'université d'Utrecht et de l'Institut Freudenthal. Donc,
qui avait mis au point des buggy rules, c'est-à-dire que quand on décrit le passage d'un énoncé à sa solution par l'application de différentes étapes de calcul formel, par exemple, typiquement, je dois dériver un produit de deux fonctions, f de x multiplié par g de x. Si c'est des fonctions de x, je dois les dériver. Vous savez que c'est donc la somme des dérivés croisés, f'g plus fg', n'est-ce pas? Et donc, ça, c'est une étape de calcul formel, de remplacer fg par f'g plus fg'. Et bien, vous savez très bien que nos étudiants, eh bien, ils vont, par exemple, proposer f' de x multiplié par g' de x. Et donc, le logiciel attend donc, on peut instruire le logiciel des réponses qui sont erronées, avec des conceptions erronées d'étapes de résolution. Et ensuite, à chaque fois qu'il y aura le calcul d'une dérivée, eh bien, si jamais dans le calcul de la dérivée apparaît un produit, eh bien, le logiciel va s'attendre à avoir non seulement les bonnes réponses, mais aussi des réponses erronées qui auront été induites par l'application de cette règle erronée. Vous voyez? Et donc, on a une arborescence de réponses erronées et qui permettait de donner des réponses adaptées à une réponse erronée. C'est-à-dire que la réponse erronée, il y avait la réponse correcte, qui était quasiment unique, parce que donc c'était une égalité en termes pour ce qui concerne le calcul, le CAS, quoi, le système de calcul algébrique, et puis tout un tas de réponses fausses, mais des explications pour lesquelles ces réponses fausses étaient, comment on était arrivé à ces réponses fausses. Et c'était vraiment, je trouve, très, très intelligent, mais c'était quand même relativement complexe. Je crois que c'est aussi l'idée de base qui figure dans le projet MindMight, où effectivement, les erreurs et les règles fausses des élèves sont également enregistrées. Donc, dans le but de proposer là aussi l'exercice le plus adapté aux besoins de l'élève, hein, dans le cadre d'un diagnostic dynamique. Il y avait un autre pan de travail qui était de collecter les réponses incorrectes des élèves et en faire une statistique, de manière à tenter donc, d'exploiter didactiquement les réponses erronées qui étaient de la même classe statistiquement, et de tenter de comprendre pourquoi les élèves ou les étudiants étaient arrivés à cette fausse réponse, de manière à introduire de nouvelles règles erronées. Alors, donc faire des statistiques sur les réponses erronées, c'est aussi intéressant. Bonjour, j'aimerais dire quelque chose. Vas-y, Jorge. Je crois que dans le monde entier, il y a pas mal de différents outils pour développer ce type de système. Mais finalement, tout dépend, en général, les choses que j'ai vues, des systèmes de validation qu'il y a dedans. Et si le système c'est performant en termes de calcul formel, et en général, on peut faire pas mal de choses. Par exemple, je travaille sur un système qui s'appelle Widis, mais il y a un autre, par exemple, qui s'appelle Stack, qui est développé en l'Angleterre et qui est performant aussi, qui permet de, par exemple, différencier de différents types de réponses qui sont faux. Et à partir de comment dire, de l'identification de ces réponses faux, il peut donner une rétroaction particulière sur ces réponses. Alors, en général, je crois que tout dépend de la performance de système de calcul formel qui peut faire la validation de toutes les réponses. C'est une liste énorme de possibles réponses et jamais c'est vraiment très, très facile de les travailler. C'est ça que je voudrais dire.
Ah, des liens intéressants. Ok. Donc Stack, c'est développé par qui? Parce que j'ai pas réussi à trouver. J'en ai entendu parler, mais aussi j'ai jamais utilisé. Bon, je peux donner le lien un moment. Tac. Et dans ici le lien, un truc de Stack, c'est qu'on le peut mettre sur module aussi. Et, donc, il donne tous les calculs formels des maxima pour faire des trucs intéressants dedans. Mais finalement, je crois qu'il y a pas mal d'outils. L'important, c'est qu'il travaille avec un système de calcul formel pour faire des mathématiques dedans. Parce que sinon, c'est vraiment compliqué de faire quelque chose d'intéressant à niveau technologie, mais aussi à niveau didactique. Ok, merci. Est-ce qu'il y a encore des questions? Bon, ben, s'il n'y a plus de questions, eh bien, merci encore Fernand pour cet exposé. Et donc, ce sera donc la semaine, le mois suivant, ce sera donc Pierre Arnoux qui va nous parler de la manière dont il a utilisé le Covid comme un moyen de motiver l'introduction de l'analyse. Et donc, Bernadette, tu veux parler? Oui, je voudrais dire simplement que demain, pour ceux qui participeront donc à la réunion de la commission, on a l'intention, si vous regardez le